L'approche géographique des femmes pose les questions suivantes. Les femmes peuvent-elles occuper l'espace public comme le font les hommes? Quelles sont les expériences corporelles qu'elles en font? La géographie montre que les territoires ne sont ni asexués ni asexuels. Au contraire, un espace urbain n'est pas neutre. Il véhicule des normes, en partie inconscientes, qui reproduisent l'ordre social établi, un système dominant, ancré dans nos pratiques quotidiennes. La géographie se demande notamment si l'espace public est véritablement ouvert à toutes dans le cadre du droit à la ville. C'est un droit à la vie urbaine, aux circulations, aux échanges, permettant l'usage entier des lieux. L'espace public devrait être un espace partagé, ouvert, auquel toute personne a accès, quel que soit son statut. Dès le 19e siècle en Angleterre, les femmes issues de classes supérieures souhaitaient sortir, consommer, circuler, sans être perçues comme des femmes faciles. La géographie féministe a montré l'aspect sexué des espaces, avec les assignations spatiales qui conditionnent les pratiques. La géographie a vocation à différencier les territoires, à montrer que tout n'est pas pareil partout. On pourrait commencer par faire une différence entre les espaces publics et les espaces domestiques, pour montrer que l'intimité du chez-soi, la frontière censée nous protéger, peut, pour certaines, être un lieu de violence conjugale. Rappelons qu'à l'inverse, les hommes sont majoritairement touchés par les homicides commis hors cadre familial, notamment règlement de compte, homicides crapuleux, etc., qui concernent surtout les hommes d'une vingtaine d'années. Concernant la vulnérabilité féminine à l'extérieur, on ne va pas stigmatiser aucun lieu. L'expérience sensorielle de chacune permettra de juger. À de vastes échelles, on peut observer des différences frappantes entre les pays et les continents. À des échelles plus fines, il peut y avoir des différences importantes entre les espaces urbains et ruraux, selon la densité, les équipements, les infrastructures de transport. Au sein des espaces urbains, tous les quartiers ne se valent pas. Certaines banlieues de métropole assignent les jeunes femmes à un comportement sexué, à des tenues vestimentaires, à des manières de se tenir, et il suffit de s'y rendre pour en faire la terrible expérience. Certaines stations ou lignes de métro sont plus menaçantes que d'autres, et l'on s'y fait plus fréquemment agresser. Commentaires, remarques sur le corps, sifflements, attouchements, agressions sexuelles, frotteurs dans le métro, insultes. Tout cela crée une méfiance chez les femmes, notamment les plus jeunes. Ma grand-mère de 78 ans ne se fait pas frotter ou siffler, mais elle peut être victime d'autres agressions. Ces désagréments, c'est un euphémisme, ces nuisances, sont un rappel à l'ordre qui fabrique une peur sexuée qu'on expérimente régulièrement. Une menace permanente qui discrimine l'usage des espaces publics en fonction des individus. Le fait d'être sifflé, interpellé, etc. sont des actes irrespectueux et renvoient les femmes à leur seule apparence physique, ce qui constitue en soi une violence symbolique. On ne mettra évidemment pas toutes ces incivilités sur les mêmes plans qu'un délit ou qu'un crime. Un sifflement n'est pas un attouchement, encore moins un viol. Il suffit d'être dans la peau d'une femme pour se rendre compte d'une réalité indiscutable. Toutefois, il est vrai que certains discours contribuent à fabriquer une peur. Qu'elles se présentent ou pas comme craintives, les femmes mettent en œuvre des précautions qui participent de la reproduction de la ségrégation sexuée. Multiplication des recommandations depuis tout jeune, ce qui participe à transmettre l'image de danger. Mise en garde sur la tenue vestimentaire, éviter telle ou telle rue. Les petites filles sont plus restreintes dans leurs mouvements et les espaces publics sont considérés, surtout la nuit, comme masculins. Ces discours participent à intérioriser des normes sexuées, des dangers associés à l'extérieur et donc une limitation dans nos mouvements. Heureusement, il existe de nombreux espaces cléments et parfaitement inclusifs, y compris à l'intérieur. Certainement pas. Le prétendre serait absurde et nous ferait tomber dans un discours paresseux, un féminisme victimaire et anxiogène qui finalement alimenterait le mal qu'il combat. En France en particulier, nous avons une immense liberté et nous sommes heureuses de pouvoir circuler, planer, consommer en toute sérénité. Heureusement, tout homme ne constitue pas une menace. La distinction entre hommes et femmes est très réductrice et pauvre. L'espace public a aussi une sexualité. Il est hétéronormé et s'exprime partout dans le paysage urbain, y compris en termes de vulnérabilité. Je ne parle bien entendu pas des grandes métropoles. À Paris, un couple homosexuel peut se tenir la main et s'embrasser en public sans problème, et pas seulement dans les quartiers centraux de l'agglomération. Les homosexuels ne sont plus contraints de se cacher dans les interstices de l'urbain, mais peuvent s'exprimer au grand jour. Dans d'autres territoires, l'affichage d'une sexualité alternative apparaît plus problématique. Je fais confiance aux intuitions et aux expériences de chacune pour mettre en œuvre des stratégies adaptées. Si je dois jouer le jeu, un conseil réaliste et radical, prendre des cours de self-défense. Un conseil qui tout double, faire confiance aux autres pour nous aider en cas de problème, ça fonctionne parfois. Un conseil plus idéaliste, communiquer avec le prédateur, on ne sait jamais. Un conseil pour les politiques publiques, ce serait militer pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans les espaces publics et de loisirs.
Un conseil pour les politiques publiques, militer pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans les espaces publics et de loisirs, et diffuser des campagnes de sensibilisation. J'ai une pensée pour une amie qui a une maladie génétique grave qui est visible sur toute son apparence. Elle n'est jamais draguée, jamais sifflée, jamais harcelée ou victime d'un frotteur, mais elle est victime d'autres formes de violence, de regard ou d'ignorance par exemple. N'oublions pas aussi ces victimes qui ne bénéficient pas d'un soutien militant actif comme la cause des violences faites aux femmes.